Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog lecture qui va être consacré à Pierre Bottero. Si vous ne le savez pas, Pierre Bottero est mon auteur préféré de tous les temps, depuis toujours. J'ai découvert ses livres relativement jeune, je pense. J'ai suivi les parutions au fur et à mesure jusqu'à son décès, malheureusement. Mais peut-être que ça a participé à ancrer cet auteur comme celui que j'ai le plus aimé, le plus relu, qui m'a fait le plus ressentir de choses de ma vie. Et donc ce printemps, j'ai décidé que le Nostalgic Book Club allait se consacrer à ma saga préférée qu'il a écrite, celle qui tourne autour du monde de Gwandalavir, donc principalement la quête des Willan, les mondes des Willan et la trilogie d'Elana. Donc vous vous en doutez, j'ai super hâte de les relire et j'ai quand même plusieurs petits objectifs dans ce vlog. Le premier, c'est de garder une trace de cette expérience de lecture, quelque chose que je pourrais retourner voir dans plusieurs années, peut-être comparer à de futures lectures. Donc ça, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un vlog consacré à cette saga. Le deuxième objectif, c'est un petit peu voir comment tout ça, ça a vieilli. Est-ce qu'il y a des choses que je trouve cringe maintenant? Est-ce que je suis toujours autant à fond? Est-ce qu'il y a d'autres choses que je remarque en ayant un âge différent à ma lecture? Je veux un peu regarder tout ça, en sachant que je les ai relus pour la dernière fois il y a 4 ou 5 ans, je pense, donc c'est pas si vieux que ça non plus. Je pense même que j'avais vlogué ça à l'époque pour un vlog du mois de la fantasy. Une autre chose que j'aimerais enfin déterminer, c'est quel est mon vrai tome préféré. Parce que chaque fois qu'on me demande quel est ton livre préféré, de toujours ou de la série, je suis toujours comme « Ah ben oui, toute la quête des Willan ». Non, non, maintenant je vais devoir en déterminer un qui sera le favori officiel et donc mon livre préféré de tous les temps aussi. Ça va être excitant ça. Et enfin mon dernier objectif, ce serait de réannoter parce que c'était catastrophique. J'avais eu dans l'idée déjà de les annoter quand j'ai relu parce que comme je vous disais, je sais que c'est des livres que j'adore. Mais à l'époque, j'avais pas mon matériel, ni mon expérience d'annotation. C'est aussi un bon exemple de à quel point on peut commencer bas et puis progresser avec le temps. Voilà. C'était ça, mes annotations de Pierre Bottero. C'était même pas des vrais post-it, ils se tiennent pas droit. Et j'avais noté sur les papiers à quel personnage ça se référait ou à quelle action. Donc j'avais quand même déjà un code couleur. Même si je pense pas que je l'ai mis au début. De ce que je vois, on avait le vert. Je pense que j'ai pas mal gardé le même. Ouais, pour ce qui est world building. Le jaune pour les personnages. Le bleu, ça devait être pour l'intrigue. Et le rose pour tout ce qui est relation. On voit déjà les prémices du système que j'ai continué à développer par la suite. Donc ça, c'est fun. Mais bien sûr, voilà, je veux refaire. Je veux mettre des jolis post-it. Peut-être que cette fois-ci, je vais prendre une couleur différente par personnage. Je vais voir, je vais réfléchir un petit peu. Et je vois que j'avais déjà mis des annotations écrites. Donc ça va être trop bien de retourner les lire et potentiellement d'en ajouter. J'avais aussi déjà surligné des passages. Alors j'ai vu ça. Voilà. Il y avait des choses que j'avais surlignées déjà. Donc encore une fois, ça va être très chouette de retourner voir. Est-ce que je veux ajouter d'autres annotations? Est-ce que je veux enrichir celles que j'ai déjà? Comment ça va se passer? C'est la première fois que je vais relire des livres que j'ai déjà annotés. Donc une expérience toute nouvelle et je pense que ça va être très chouette. C'est comme si je lisais le livre de Pierre Bottero, puis je lisais mon interprétation du livre il y a 4 ans. Peut-être que je vais ajouter d'ailleurs une note pour dire première annotation faite telle date et mes nouvelles annotations là, ma nouvelle période de lecture. Le planning de lecture, c'est qu'on lit un tome par semaine parce que vraiment ils se lisent très vite. C'est quand même écrit gros. Je sais pas si je serai capable de suivre ce rythme ou si je vais enchaîner les 3. On verra bien. Mais en tout cas, installez-vous confortablement avec une bonne tasse de thé et c'est parti pour un nouveau vlog.
Je n'ai lu que 4 chapitres du livre et je suis déjà tellement dans le bonheur et les émotions et la nostalgie. Oh, je suis trop contente de relire ces livres. Je lis la première phrase à chaque fois. Il y a tout qui me revient parce que forcément je sais ce qui va se passer. Camille était âgée exactement de 4900 jours, soit un peu plus de 13 ans, la première fois qu'elle effectua le pas sur le côté. Tu lis ça et direct, c'est un peu comme In a hole in the ground there lived a hobbit. La première phrase du Hobbit de Tolkien. C'est iconique pour moi et de suite j'y suis. J'avais d'ailleurs mis cette première phrase me replonge directement dans l'univers. Et j'ai recommandé que c'était toujours le cas maintenant. C'est vraiment le fun de pouvoir comparer mes annotations. Et je me suis fait la réflexion qu'il nous happait directement en nous parlant de ce pas sur le côté dès la première phrase. Et la première fois où tu lis le livre, t'es comme « mais c'est quoi le pas sur le côté ?» Et tu comprends que, étrangement, Camille, l'héroïne, est passée dans un autre univers. On sait pas comment, on sait pas pourquoi, on sait pas pourquoi elle, mais c'est ça qui se passe. Et elle va tomber nez à nez face à un combat entre un chevalier qui se débrouille pas si bien que ça et une créature très étrange qui s'appelle les Tzlich. Et là, c'est la deuxième page du livre, littéralement, et on découvre déjà les Tzlich qui vont être un des grands méchants de la série. Je me demande où l'auteur a pris son inspiration pour ces espèces de créatures-là qui sont comme des mantes religieuses géantes et qui parlent et qui ont certains pouvoirs. C'est vraiment assez particulier. Et c'est aussi particulier, en fait, quand j'y pense qu'ils aient choisi cette couverture-là. C'est vraiment intéressant comme choix éditorial. De mettre le Tzlich comme ça, genre de mettre l'héroïne dans cette position-là. Je me pose beaucoup de questions. Et vous pouvez voir à quel point j'annote. Alors le crayon, c'est mes annotations de la dernière relecture. Et au stylo, c'est mes nouvelles annotations. Parce que la première fois que j'avais annoté, je n'osais pas encore trop. Maintenant, je suis comme, let's go. Très satisfaisant aussi, mettre mes nouveaux post-it, qui sont beaucoup plus, je sais pas s'il y en a assez pour que vous puissiez voir, professionnels que ça. Donc c'est vraiment un plaisir à chaque fois de venir changer le post-it que j'ai utilisé. C'est très très jouissif, je vous assure. Ce qui est intéressant que je veux noter, c'est donc que Pierre Bottero est un homme. Qui a écrit un personnage féminin central. Ce qui me fait toujours peur, encore maintenant, parce que des fois c'est pas toujours bien fait. À l'époque où je lisais les Pierre Bottero, j'avais pas ces considérations-là nécessairement, je voyais surtout une héroïne fille, comme genre Peggy Sue et les fantômes aussi. Je me préoccupais pas tellement de qui l'avait écrit. Maintenant, en regardant avec mon regard d'adulte et de lectrice expérimentée, on va dire, je fais plus attention à ça. Et c'est sûr que je pense que Pierre Bottero a écrit des super personnages féminins, vraiment, je les adore. Elles ont plein de facettes, c'est des personnages forts et tout. Mais c'est sûr qu'il y avait quand même cette petite loupe sur l'aspect physique des personnages. Camille, elle est décrite comme particulièrement jolie, avec des yeux violets uniques. Alors on peut se dire aussi c'est le syndrome des personnages féminins principaux qui sont toujours extraordinairement belles. Et ça, on le voit dans toutes sortes de livres écrits par des hommes, écrits par des femmes. Mais je me souviens aussi quand même, et je pense que je vais le retrouver là, qu'il y avait une petite touche de grossophobie aussi. John, qui est un autre des personnages, on va souvent se moquer du fait qu'il est un peu lourdeau, par exemple. Et Lana, elle est plus mise en avant pour sa minceur et le fait qu'elle est élancée. Donc ça, vous voyez, maintenant que je relis les livres, je me rends compte qu'il y a ça. Et une autre chose que j'ai réalisée en discutant aussi avec les capas sur Patreon, c'est que à l'époque où le livre est sorti, je sais pas pour comparer à quel point on parlait de racisme et tout dans les livres, mais je me suis rendu compte que la manière dont l'auteur en parlait était très atténuée par rapport à, je pense, comment ce serait fait maintenant. Déjà, je veux quand même souligner le fait qu'il en parle tout court, qu'il ait choisi d'avoir un personnage masculin qui soit noir. À cette époque-là aussi, c'était pas si commun que ça, ou populaire. Ça, j'ai toujours trouvé que c'était quand même cool, et que le personnage de Salim était super bien écrit. Maintenant, il y a des insultes dans le livre, il y a des gens qui vont insulter Salim avec le N-word. Je me souvenais pas du tout que c'était là-dedans. Ça date d'une autre époque, encore une fois, parce que le livre date de plus de 20 ans maintenant. Je viens de me prendre une claque de coups de vieux, là, je vous raconte pas. Donc, il se fait insulter. Et on comprend bien que les gens qui utilisent ce mot ont tort et tout.
Salim décide de les ignorer parce qu'il dit qu'il a l'habitude de ce genre de bêtises et qu'il veut pas y faire attention ou y porter attention et tout ça. That's his choice. Camille, elle est fâchée pour lui. On peut comprendre aussi. Et la seule chose que j'ai remarqué, en fait, c'est que c'est écrit que Camille détestait la bêtise, surtout lorsque, comme c'est souvent le cas, elle se teintait de méchanceté et de mesquinerie. Et là, je me suis fait la réflexion que le mot racisme n'était pas utilisé. On nous parle de bêtise, de méchanceté, de mesquinerie, mais pas de racisme. Et je pense que si le livre était écrit au jour d'aujourd'hui, le mot racisme serait dans le texte, là, et il y aurait beaucoup plus une dénonciation claire. Alors d'un côté, j'ai envie de dire, c'est déjà quand même bien qu'il en ait parlé à une époque où c'était quand même moins abordé de cette façon-là, et qu'il avait cette conscience-là. Et de l'autre, je me rends compte aussi à quel point l'écriture a changé dans les 20 dernières années, puisque maintenant, je pense vraiment que les mots seraient dits dans le texte explicitement. Alors ça me fait réfléchir aussi à nous en tant que lecteurs. Comment je peux dire ça ? Je me dis, la dénonciation du racisme, on est d'accord, c'est extrêmement important, mais j'ai l'impression que maintenant, il y a une façon de faire où on veut vraiment, des fois, le pointer du doigt et trop on the nose, et où en tant que lecteur, t'as pas nécessairement besoin qu'on te dise le mot précis pour comprendre ce que c'est. T'es capable de faire tes déductions aussi. Donc je suis un peu dans ce cheminement de pensée-là. C'est quelque chose qui se passe à la page 22 du livre, et déjà, je vous en parle pendant 5 minutes. Ça va être un vlog très long, mais c'est aussi quelque chose que j'avais envie de faire, de vraiment décortiquer les livres, les analyser, pas chapitre par chapitre, mais petit bout par petit bout, d'en garder une trace et de partager cette expérience avec vous. Comme je vous le disais, je suis déjà à fond, je me régale déjà, j'anticipe tous les plaisirs à venir, et je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc là, une des choses à laquelle je veux faire attention avec cette lecture-ci, c'est... Camille nous est présentée comme surdouée, extrêmement intelligente, elle est trop forte en maths et tout et tout. Et je comprends que son intelligence émotionnelle peut des fois être un petit peu plus à la traîne, ça reste une ado de 14 ans. Mais là, je me demande si l'auteur nous a montré vraiment beaucoup qu'elle était surdouée et incroyablement intelligente. À quel point est-ce que ça va être préservé tout au long de la série, cet aspect-là. C'est quelque chose sur lequel je veux garder un œil. Cet après-midi, on a des reading sprints, donc je vais le continuer au maximum. Franchement, je serais capable de le finir aujourd'hui, parce que ça se lit quand même très vite, mais il faut que je me retienne, parce que je veux vous faire ces updates-là. Donc on se retrouve dans quelques chapitres. Quand on dirait que l'hiver est revenu et que j'ai des crampes, depuis le début de l'après-midi, je mets ma machine, je me suis dit que j'allais me faire un chocolat chaud. Faut pas beaucoup d'excuses des fois, j'en avais pas du tout envie la semaine dernière, parce qu'on s'était mis à avoir des 15 degrés et tout, mais là, franchement, avec la neige qui est tombée, il fait gris dehors. Voilà, c'est mon avis sur la météo et l'hiver en ce moment. Donc je me suis dit que j'allais me faire un chocolat chaud. Et avant ça, je vais vous faire une petite update parce que pendant les reading sprints, j'ai continué la quête des Weyland. J'en suis à page 107, presque la moitié. Et regardez-moi ça comme c'est beau. Je m'en lasse pas de comparer le avant-après. Rien à voir, vraiment. Et donc qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces pages? J'ai encore beaucoup à noter, bien entendu. J'ai rajouté une couleur de post-it parce que je me suis rendu compte que je voulais le mettre dans ma liste, puis j'ai oublié. C'est une couleur pour Salim et Camille. Parce qu'on voit déjà que Salim, il aime beaucoup Camille. Genre, c'est clair que c'est sa meilleure amie et il ferait tout pour elle, mais il y a un petit truc en plus. Et je trouve ça tellement touchant, leur amitié, en fait, vraiment, à cet âge-là. Et ça va être, en fait, c'est le ultimate friends to lovers, je pense, entre eux, parce que ça va tellement tranquillement, et c'est ça, ils s'aiment tellement déjà comme amis, vraiment beaucoup. Quand Camille est en danger, à un moment il y a des espèces de monstres araignées qui veulent l'attaquer, Salim il n'hésite pas, il fonce pour la protéger, c'est un gamin de 14 ans, et il n'hésite pas à se mettre entre le danger et elle et tout. Je suis comme, oh Salim, c'est tellement un bon personnage, je l'aime tellement. Et donc par rapport à la dernière fois où je vous en ai parlé, Camille a commencé à comprendre qu'elle avait des pouvoirs assez particuliers puisqu'elle peut dessiner dans sa tête et ça devient réel, l'art du dessin. Et à un moment, pour échapper au danger, avec Salim, elle va les ramener dans cet autre monde, le monde de Gwandalavir, où elle va rencontrer un de nos futurs personnages secondaires principaux. Edwin, Till... Edwin, j'ai oublié ton nom complet. Je suis désolée. Till Ileyan. Oh, comment j'ai pu oublier? Je m'excuse. Donc on a rencontré Edwin qui vient les sauver du danger, qui est un peu comme le guerrier absolu. Il a une petite vibe Aragorn. Et quand il va comprendre qu'ils viennent de l'autre monde et que
Camille peut dessiner alors que normalement elle n'est pas censée pouvoir. Il va décider de les escorter jusqu'à l'empereur ou quelque chose comme ça. En tout cas pour lui faire part de ce qui se passe. Sauf qu'en chemin ils sont attaqués encore par les Tzilish qui veulent absolument bien sûr posséder Camille. Et donc ils sont séparés. Salim et Camille continuent à avancer et là ils sont en quête pour trouver Duom, maître Duom, qui est un analyste. Pour essayer de mieux comprendre les pouvoirs de Camille. Parce que dans cet univers de Gwandalavir, c'est super bien dit dans le livre, super rapide et moi j'ai l'impression de galérer à vous expliquer, mais dans l'univers de Gwandalavir, tous les gens presque peuvent dessiner dans une moindre mesure. Il y en a, ils sont juste capables d'allumer le feu en imaginant le feu qui brûle et tu le fais plonger dans la réalité. Puis il y en a qui sont capables de faire des choses extraordinaires, de faire de l'architecture, de voyager dans l'espace ou d'un monde à l'autre comme Camille l'a fait, comme c'est le titre du livre. Sauf que, il y a plusieurs années maintenant, les Tzilish ont réussi à piéger les plus grands dessinateurs de l'empire de Gwandalavir et à poser ce qui s'appelle un verrou dans l'imagination avec un grand I, qui est la dimension qui permet de dessiner. Et donc les gens sont un peu sans pouvoir et c'est une période difficile parce que du coup, ils ont des ennemis qui peuvent s'en prendre à eux vu qu'ils n'ont plus les gens pour les défendre et tout. Donc l'ambiance, c'est pas le fun au moment où Camille arrive, et le fait qu'elle puisse dessiner malgré ça, c'est un mystère, c'est un espoir. Donc bien évidemment, ils veulent essayer de comprendre pourquoi elle est là, qui elle est et tout ça. Dernière chose que je voulais mentionner au niveau de l'intrigue, c'est qu'on découvre aussi le personnage de Elea, Rilmor Yenval. Je la déteste tellement, tellement cette femme. Et au moment où on la découvre là, on n'a aucune idée de tout le mal qu'elle va faire dans la suite. Et elle parle dans la tête de Camille, en fait, elle arrive à se connecter à elle, même si elle est prisonnière, et à lui donner un message pour lui dire où aller. Ce qui est une bonne... c'est pas une facilité scénaristique, mais ça permet à la fois de présenter un nouveau personnage et de les faire aller au bon endroit. Et déjà, tu sens qu'il y a un truc chez cette femme, mais tu te dis, bon, on la connaît pas et tout, mais quand tu sais ce qu'elle va faire et que tu la découvres là au début, t'es comme, oh, je la déteste. Donc, j'ai déjà vécu plein d'émotions, comme je vous disais, c'est vraiment une lecture différente quand tu sais tout ce qui va se passer et quand du coup tu peux lire les choses avec une profondeur en plus. On a aussi le retour de Bjorn, le chevalier du début, qui va devenir un autre des personnages secondaires principaux, même si à chaque fois que je dis son nom, je pense au yaourt. En vrai, dans ma tête, quand je l'imagine, je vois Chris Hemsworth en Thor. Mais peut-être le Thor de Endgame, où il est dépressif et il boit beaucoup. C'est un peu comme ça que j'imagine Bjorn. Donc là, ils viennent de le retrouver dans la ville. C'est là que j'en suis. Prochaine étape, ça va être de trouver l'analyste. J'ai aucune idée de si je vous raconte trop en détail qu'est-ce qui se passe. Et si je vous perds, ou si c'est intéressant ou pas. J'ai aucune idée de qu'est-ce que je fais. Who am I? What am I doing? J'espère que ça vous intéresse et que c'est bien expliqué. Parce que j'ai encore deux choses à vous dire. La première, c'est que, en fait, en relisant, je vois tellement d'indices que Salim va être un marchand. On parle du fait qu'il jongle, on parle du fait qu'il marche sur les mains, le fait qu'il arrive à voir un marchand voleur sur le marché où ils sont alors que personne ne le voit. Il y a plein de signes. Et il le dit lui-même à la fin d'un des chapitres que j'ai lu, genre, ce sera mon futur métier. Et je suis comme, Salim, tu n'as aucune idée, mais oui, oui, ça va être ça et tu vas devenir trop fort. Donc ça, c'est trop mignon à voir. Et dernier truc, c'est que j'ai une couleur pour les questions que je me pose un petit peu, où je sais pas si elles vont être répondues plus tard ou si c'est des indices de quelque chose qui va se passer plus tard. Donc j'ai mis 2 postings de cette couleur-là pour le moment. Et waouh, je me suis vraiment éclatée sur cette page-là. Éclatée. Donc à la fin de ma lecture, je pense que j'irai recueillir toutes les questions associées à cette couleur de post-it-là sur un seul gros. Et peut-être que je vous les dirai à ce moment-là et on pourra faire un suivi au fur et à mesure des livres de si on a des réponses. Mais voilà, j'ai bien assez parlé encore une fois. Je pense que vous ressentez ma passion pour cette série, en tout cas j'espère. Et je vais me faire un chocolat chaud, puis reprendre. Oh non! J'ai fait déborder le lait. Oh. Voilà ce qui se passe quand j'essaie de faire des b-rolls cute. Ben, ça va être un b-roll cute de moi qui nettoie.
Bon les amis, je dois vous dire, ce n'est pas la grande forme. Je suis malade. Pas une grosse malade, là c'est un rhume. Mais je me sens pas full bien. J'ai la gorge prise, j'ai le nez pris. Je sais pas si ça entend ma voix, mais c'est pas ma meilleure journée, on va dire comme ça. Ceci étant dit, je voulais quand même vous faire cette update de vlog pour vous dire que j'ai terminé d'un monde à l'autre. Regardez, ça n'a tellement rien à voir avec ce que c'était avant. Je suis contente, c'est tellement satisfaisant. C'est le bonheur d'avoir pu remettre des beaux post-it assortis à la couverture qui dépassent comme je les aime maintenant, bien organisés, avec mes 8 couleurs différentes. Ah, merveilleux, j'ai hâte de le faire pour le prochain tome. Mais sinon, si on en revient plus à l'histoire en tant que telle, je me suis régalée avec ce premier tome, même si, oui, maintenant, comme je le redis, je vois plus l'aspect jeunesse, peut-être des petites facilités scénaristiques, des choses comme ça, mais je passe toujours un très bon moment, donc ce serait un 4,5 sur 5. Maintenant, si je devais le renoter, ce qui reste excellent, et on va essayer de keep the score pour voir, comme je vous disais à la fin, quel va être mon tome préféré. Ce sera probablement pas celui-là, même si souvent j'ai tendance à choisir les premiers tomes de série en tome préféré parce que j'adore quand on nous introduit au nouvel univers. Mais là, c'est vraiment encore, j'ai envie de dire embryonnaire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais ça va clairement être complexifié et enrichi dans les tomes à venir. Donc c'est une très bonne introduction à l'univers. Je suis toujours hyper fan des personnages de Camille et Salim. Camille, des fois, je la trouve un peu hautaine et prétentieuse, ce qui va peut-être avec le côté surdoué, je ne sais pas, et qu'elle n'a pas de patience du coup avec les autres. Mais Salim, oh, je l'aime tellement, Salim, il est merveilleux. Et il est déjà tellement dévoué à Camille. On a des petits passages où on sent qu'il y a peut-être plus que de l'amitié entre eux, même s'ils se le disent pas encore, notamment à la fin. Elle lui demande pourquoi est-ce qu'il veut la raccompagner dans cet autre monde et quitter son monde à lui. Et il refuse de répondre. Et puis elle le regarde, elle sourit et elle lui dit « moi aussi ». Donc on comprend qu'ils sont comme en transition de l'amitié vers autre chose, mais c'est fait avec beaucoup de douceur et de délicatesse. Et j'aime vraiment la manière dont c'est fait. Depuis la dernière fois où je vous ai fait une update, c'est sûr, il s'est passé pas mal de choses. Je vais peut-être pas tout reprendre. Mais ça s'est lu très vite, on passe vraiment d'une action à l'autre, on découvre un petit peu plus des nouveaux personnages, notamment Maniel et Elana, que j'adore et qu'on entrevoit à peine à ce niveau-là, mais qui va prendre de l'ampleur par la suite. Et je me demande si quand il a écrit ces livres-là, il savait déjà qu'il allait faire une trilogie sur Elana ou ça lui est venu après parce que le personnage s'est construit dans sa tête, parce qu'il a vu l'engouement qu'il y avait et que il a eu envie de faire une histoire sur elle. Je sais pas dans quel ordre se sont passées les choses, mais je suis bien contente de l'avoir retrouvée. Petit à petit, donc, on a le groupe qu'on va apprendre à connaître au fil des tomes qui se forment. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment un premier tome introductif. On a la quête qui se met en place, les personnages qui se rencontrent. On découvre l'univers avec quand même quelques péripéties qui se passent déjà. Mais l'action en elle-même, le sauvetage des figés en fait qui va être le but, n'a pas encore commencé à proprement parler. On est vraiment dans la préparation, dans la découverte que Camille fait de cet autre monde et on le découvre avec elle. Ce qui je pense pour des lecteurs jeunesse c'est bien de mettre la table aussi et puis oui de faire des actions, c'est pas juste un tome descriptif, mais de permettre d'introduire l'univers comme ça, c'était vraiment pas mal. Il y a encore plein de questions qu'on a à la fin de ce premier tome, donc moi je connais les réponses en ayant lu la suite, mais il y a plein de questions qu'on peut se poser sur qu'est-ce qui est arrivé aux parents de Camille. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses aussi dont je me souvenais pas, donc ça c'est intéressant. Par exemple à la fin du premier tome, Camille retrouve son frère qui refuse de l'accompagner en Guadalajara. Et j'arrive pas à me souvenir comment ils vont se retrouver par la suite. Donc ça par exemple j'ai hâte de savoir. Il y a des petits bouts qui vont me revenir au fur et à mesure, c'est sûr. Sinon, j'avais noté certains questionnements que j'avais, en fait. Je vais voir s'ils sont répondus dans d'autres tomes ou pas. Première chose, et ça c'est comme dans les Stargate, c'est qu'ils parlent le même français en Guadalajara que dans la France du, on va dire, début des années 2000, fin des années 90. Et je peux comprendre que les humains qui sont allés en Guadalajara venaient de France. Ça paraîtrait plus logique peut-être que tu te transvases d'une même région géographique, je sais même pas, parce que est-ce qu'ils sont superposés? Comment ils s'organisent ces mondes parallèles? On sait pas. Ouh, grande question. Mais bref, imaginons c'est des gens qui sont
une transe parce que Camille, qui vient de France, se téléporte au même endroit que eux se sont téléportés. Enfin, fait un pas sur le côté au même endroit. Mais en 3000 ans, ces gens-là qui parlaient le français ou la langue qui se parlait en France il y a 3000 ans, qui n'était certainement pas le français d'ailleurs, mais qui parlaient la langue qui se parlait il y a 3000 ans, c'est sûr que les langues bifurquent, même si à la base tu viens du même endroit. On peut regarder juste entre la France et le Québec, en 300 ans, il y a beaucoup de différences. Donc imaginez en 3000 ans de séparation, surtout qu'en Guadalajara, ils n'ont pas d'autres influences. Même si de temps en temps, il y avait des gens qui étaient capables de faire le voyage d'un monde à l'autre, ça n'explique pas que le langage soit exactement le même. En même temps, je comprends que ça facilite beaucoup les choses et que ce soit un choix qui ait pu être fait. On va voir quand même s'il y a une explication qui est donnée plus tard pour ça. La deuxième, on nous dit que les sphères graphes, comme ce que Camille trouve par terre, qui appartenait au Tzilich, cette espèce de pierre qui augmente le pouvoir du dessin un petit peu. On nous dit que les humains en ont aussi, mais il me semble qu'il n'y a aucun autre livre où on en reparle, où on nous en montre des sphères graphes d'humains. Donc je me suis dit que j'allais essayer de surveiller ça, s'il n'avait pas exploité cette idée au final. Et puis, dans ce tome, il y a un passage très émouvant où Camille et Salim sont sauvés par un itinérant qui va les cacher un petit peu, qui va leur offrir un endroit où dormir pour une nuit, et le monsieur a perdu la vue, donc je sais pas s'il a la cataracte ou un autre problème optique qui va avec la vieillesse, mais il n'arrive plus à voir, et Camille va faire un dessin, certes temporaire, parce que dans la grande généralité les dessins ne durent pas plus que quelques minutes ou quelques heures, donc elle va comme réparer ses yeux, et là je me dis mais pour faire ça, est-ce qu'elle devrait pas connaître en détail l'anatomie de l'œil? Comment est-ce que tu peux dessiner la réparation d'un œil si tu sais pas à quoi ça devrait ressembler? Et peut-être qu'elle le sait parce qu'elle a fait beaucoup de lectures scientifiques, mais j'aurais aimé dans ce cas que ce soit dit. Parce que moi je me pose la question. Encore une fois, dans le livre, on découvre qu'il y a une branche parallèle au dessin qui s'appelle le rêve. Et les rêveurs, c'est un peu comme des guérisseurs qui arrivent à réparer les corps en faisant un dessin anatomique très particulier, par exemple pour arrêter une hémorragie, ou j'imagine soigner les yeux, ou les trucs comme ça. C'est vraiment différent du dessin, c'est le rêve, ils font des études pour ça, et vraiment, ça permet de guérir les gens de leurs blessures. On n'a pas encore trop exploré ça, mais ça a été dit qu'ils existaient, et on va en parler plus tard dans les autres tomes. Mais du coup, là, je me dis ce que Camille a fait, ça se rapprochait plus de ce que font les rêveurs, et j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'explications autour de ça. Donc c'est les petites notes que je me suis faites. Sinon, comme je vous disais, j'ai continué jusqu'au bout à rajouter des annotations à mes annotations. Il y a des passages en plus aussi que j'ai annotés, que j'avais pas noté la première fois. Et je me dis, qui sait, peut-être que dans quelques années, dans 5 ans, je ne sais pas, je vais les annoter une fois de plus. J'ai un petit peu enrichi les pages comme je le fais maintenant dans mes annotations, on va dire, modernes. J'ai pas trop surligné de citations ou quoi, je pense que c'est quelque chose qui va venir un petit peu plus tard, mes passages préférés dans les livres. Et j'ai hâte. J'ai très hâte parce que je sais qu'il y a des passages qui vont me faire pleurer. Mais j'ai envie de me sentir comme ça. Donc voilà mon avis pour ce premier tome qui est déjà vraiment très détaillé, mais en même temps c'est ça que j'avais envie de faire avec vous, de décortiquer la série en détail. Et je vais pouvoir attaquer maintenant le deuxième, refaire les post-it aussi. À savoir que le deuxième c'est assez frustrant parce que c'est le seul que j'ai acheté, donc je les ai tous rachetés ici. Et le deuxième c'est le seul que j'ai trouvé qu'en petit format. Donc ils ont tous leur grande taille et puis lui il est tout petit. Donc idéalement un jour je le trouverai en grand format. Mais c'est un détail. Je voulais aussi faire un petit unboxing avec vous. Le premier livre que j'ai pris à cause de Jeannot Solive parce que elle en parlait dans sa vidéo où elle lisait Captive je pense. Vidéo que j'ai regardée pour préparer ma vidéo sur la dark romance. Et pour cette même vidéo, j'ai aussi vu une interview de l'autrice Camille Emmanuel et ça me tentait vraiment beaucoup de lire le livre du coup puisqu'on parle d'une autrice de romance érotique qui écrit sous un nom un petit peu caché parce qu'elle est aussi prof de lycée et à un moment son éditrice exige qu'elle abandonne ses histoires d'amour un petit peu cucu pour écrire de la dark romance et elle a vraiment comme du mal avec ça. Mais c'est pas tout parce que alors qu'elle décide de tuer son personnage principal avant de s'endormir, parce qu'elle est comme « non, c'est trop pour moi », elle se réveille et le gars de sa dark romance est là. Je suis hyper intriguée. Je vais lire une autrice française aussi dans les romances, ça arrive très rarement. J'aime bien cette idée où l'univers fictif et le monde réel s'entrecroisent. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Ainsi, idéalement, j'aurais aimé l'avoir lu avant de faire ma vidéo sur la dark romance. Le timing a fait que
Ça ne s'est pas fait. Peut-être que je ferai une partie 2. À voir. Et enfin, j'ai une enveloppe de Sticky, qui est mon abonnement mensuel de stickers. Je suis très fan de ce qu'ils font. Et comme j'avais décidé de up my game en ce qui concerne mon reading journal, c'est vraiment parfait pour moi de recevoir des stickers comme ça tous les mois. Puis je trouve que pour le nombre de stickers qu'il y a, le prix est extrêmement raisonnable. Donc pour le mois de mars, j'avais choisi le pack vintage. À chaque fois, il y a 3 types de packs. Et le thème, c'était picnicking. No respect dans cette maison. C'est les chats qui font la loi. Et regardez ça déjà. Oh, c'est trop mignon. Petit carnet. J'adore. C'est très très chouette. Un jour, il faudra que je m'achète le cahier dans lequel tu peux mettre tous les stickers. Oh. Oh, mais j'avais pas vu. Je pensais que c'était que du pain, mais il y a aussi un petit chat loaf. Oh, Yoann, il va tellement l'aimer celui-là. Oh, mais c'est trop mignon. Je craque. Oh, petit charou comme toi, Freya. Comme à chaque fois, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ouh, un joli petit marque-page. Je suis contente parce que je me suis rendu compte que j'en avais pas beaucoup de printemps. Alors, il y a toujours mes préférés qui sont des styles un peu de timbre vintage. Regardez comme c'est magnifique. Je pense que celui du haut là qui est rond, c'est mon préféré. Oh, vraiment très beau. J'aime bien écrit Not actual postage. Ce n'est pas des vrais timbres. Celui-là, super adorable aussi, avec des petits animaux et un côté un peu forêt. Oh là là. Oh, j'aime tellement. Regardez la petite théière. Oh, c'est trop bon. Là, ça fait un petit peu plus peut-être rétro, années 50. J'aime beaucoup aussi. Un petit peu plus classique. Oh, waouh. Oh, mais c'est magnifique. J'aime trop. Et puis comme vous le savez, le thème de mon reading journal pour cette année, c'est un peu le cottagecore féerique. Donc je trouve que les pique-niques, ça s'intègre bien là-dedans. Il y a un petit peu cette même ambiance un peu rêveuse, romantique. Les petits chats qui font le pique-nique. Oh. Voilà, tout ça. Et ça coûte, avec la livraison, 15 $ US, qui je pense fait à peu près 15 €. Et entre 18 et 20 $ canadiens. Mais vraiment, il y en a beaucoup. Peut-être qu'à un moment, j'arrêterai quand j'en aurai trop. Mais j'aime avoir cette opportunité d'utiliser plus de stickers. Puis, encore une fois, je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup. Dites-moi lequel vous avez préféré que j'ai présenté. Moi, j'hésite un petit peu, mais je pense que ce serait lui. J'ai trop hâte de les utiliser. Puis, c'est le fun parce que je peux aussi les utiliser après pour décorer mes envois de courrier à mes Patreon ou à des amis. Je vais en faire bon usage. J'arrête cette update là, je vais aller me faire un thé avec du miel et je vous reprendrai quand j'aurai commencé quelques chapitres de Les Frontières de Glace. Je vous reprends pour vous faire une première update sur Les Frontières de Glace, donc le deuxième tome de la trilogie La Quête des Weyland. On reprend le deuxième tome directement à la fin du premier, donc avec Camille et Salim qui redébarquent en Guadalaviar parce que le frère de Camille n'a pas voulu venir. Et ils sont à l'endroit où il y a les rêveurs, l'espèce de monastère où Elana s'est fait soigner après sa blessure. Donc on retrouve vraiment tout le monde, tous ensemble. Et on voit la dynamique de groupe qui commence à s'installer entre eux. Ils vont continuer leur voyage, parce que c'est ça quand même qu'on suit pendant pas mal les 2 premiers livres. C'est la quête jusqu'au Figé, et ils ont beaucoup de chemin à parcourir. Et d'un côté, ça peut paraître un peu lent, qu'on suit toutes leurs étapes à pied et tout, mais de l'autre, je trouve que ça fait plus réaliste pour une quête. Et ça me rappelle un petit peu la communauté ou la fraternité de l'anneau, où il y a beaucoup de voyages, beaucoup de pauses, beaucoup d'événements qui leur arrivent au milieu, mais c'est plus réaliste de dire il faut 10 jours pour arriver jusqu'à la prochaine ville qu'ils font ça en 2 jours parce que ils se promènent à cheval. Donc moi ça me va bien ce rythme de lecture là. Et donc le groupe repart pour aller jusqu'à Al-Jade, qui est la capitale, rencontrer l'empereur, avec un personnage en plus qui est Artis Valpierre, qui est un rêveur.
donc qui est capable de soigner par le rêve, qui est une forme de dessin bien spéciale. Et depuis la première lecture, je pense que j'ai un peu de mal avec son personnage parce qu'il est comme pas à l'aise avec les femmes et il est peu sûr de lui tout en se prenant lui-même pas pour de la merde. Mais je sais qu'il va évoluer vers quelque chose de mieux, donc j'ai un peu plus de patience envers lui. Comme toujours, j'ai eu aucun mal à me replonger dans l'histoire et il y a quelque chose que j'aime beaucoup qui s'est ajouté au livre maintenant, c'est les en-têtes de chapitres où soit il y a une citation venant un peu d'un journal de bord de quelqu'un, ou, passage préféré, la première poésie Marchambre. J'avais déjà mis pas mal de commentaires à ma première lecture, et là je me suis plus lâchée niveau décoration, mais j'aime tellement ça. Et c'est juste que dès qu'on touche au Marchambre, je pense que maintenant je visualise tout ce qui va se passer dans la trilogie d'Elana et du coup je suis comme hyper excitée. Et j'avais mis une note, c'est vrai que c'est toujours quelque chose que je pense, c'est comment est-ce qu'il arrive à créer tous les noms de ses personnages et à faire en sorte que la personnalité aille avec le prénom et tout. Genre là c'est Elundril Shariakin, qui est un nom qui fait assez mystérieux, pour la chevaucheuse de brume qui est comme la première des Marchambres qui a dépassé toutes les limites, qui est un peu comme leur idole des Marchambres. Je trouve que ça va trop bien son nom. Puis un peu plus tard dans le livre, on va rencontrer un autre personnage qui s'appelle Shyamvit, qui est un Faël. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et là aussi, je vis plein d'émotions quand on le voit parce que pareil, je sais tout ce qui va se passer avec ce personnage. Donc il y a ça qui est intéressant avec les relectures, c'est cette anticipation émotionnelle et le fait que d'avance, je repense à ce qui va se passer. Et je le revive, donc je pense que je suis encore plus dans mes émotions. Et il le rencontre, ce personnage, c'est ça que je voulais vous dire, parce que au cours de leur voyage, ils subissent plusieurs attaques. Alors il y a des ogres, puis il y a des rails qui les attaquent, et à la fin, les Faëls viennent les aider. Ils se retrouvent un peu là par hasard, et ils les aident. Et je trouve que dans ce tome-là en particulier, on retrouve vraiment plein d'éléments, on va dire, classiques de la fantasy européenne. Et là, je pense notamment à Tolkien, parce que c'est lui qui a donné dans l'imaginaire collectif ce qu'on pense de la fantasy maintenant avec les nains, les trolls, les orques, les elfes et tout ça. Et c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment là avec les rails qui ressemblent quand même beaucoup aux orques dans Tolkien. Genre moi je visualise vraiment ceux comme dans les films vu comment ils sont décrits. Les Faëls sont assez similaires aux elfes dans leur habileté physique et leur manière de voir la vie un peu différente, même si physiquement ils sont très différents parce qu'ils font genre 1m50 maximum, ils ont la peau noire, ils ont les yeux un peu bridés. On voit qu'il y a d'autres inspirations on va dire pour eux, mais dans leur manière d'être ils font très elfe. Et puis le mot Faël, il y a aussi cette même vibe je trouve. Et les ogres, des trolls, tout ça je le mets un petit peu dans la même catégorie. Donc on a vraiment toute cette construction de fantasy classique qui ressort et que j'aime beaucoup beaucoup. Au milieu de tout ça, une chose que j'ai adoré relire, c'est l'évolution des relations entre les personnages, mais en particulier celle de Salim et Elana, parce qu'il va y avoir un moment entre eux qui va être un moment de bascule vraiment pour Salim, où va s'ouvrir devant lui la possibilité de devenir Marchand. En fait, l'autre possibilité est assez drastique et mortel pour lui. Et là encore, je sais tout ce qui va se passer avec Salim, et je suis comme c'est à ce moment-là que tout s'est décidé. C'est trop bien. Et on découvre un des secrets d'Elana, qu'elle a ses griffes de Marchand qui sortent un peu en mode de Wolverine. En fait, c'est exactement ce que je visualise, peut-être en moins grosse là, mais c'est vraiment ça. Et j'ai essayé de me souvenir, mais c'est impossible, ça fait trop longtemps. Qu'est-ce que j'ai pu penser la première fois où j'ai découvert qu'elle avait ces griffes-là de Marchand? Parce qu'il y a des indices, qu'il y a des choses avec ses mains, mais on sait pas du tout quoi. Et là, c'est comme une nouvelle pièce qui vient s'ajouter à l'univers de Gwendalavir, qui vient enrichir qu'est-ce que c'est que d'être Marchand. Et c'est encore une fois juste le début et les prémices de tellement de choses qui vont venir que je vis beaucoup de choses quand je lis ces moments-là et je me régale. Donc ça, pour moi, toute cette dynamique entre les deux, c'est vraiment quelque chose qui, à la première lecture, c'est un moment parmi d'autres du livre, un des petits points de l'intrigue, mais c'est comme parallèle à l'intrigue principale. Ça change pas le reste qui se passe, qui est centré sur Camille, sur Éveiller les figés, tout ça. Mais quand tu regardes la trame de tous les livres, c'est un moment qui était tellement important. Voilà pour cette update de première partie. Là,
ils vont aller à El Jait, même si je sais qu'il y a encore plein de choses qui se préparent. Donc je vais reprendre ma lecture. Je pense que je vais essayer de tout lire aujourd'hui. J'ai envie de m'immerger complètement. Je vous reprends de bon matin pour vous faire une update sur les frontières de glace que j'ai terminé il y a quelques jours, mais j'ai pas eu le temps de vous en parler avant. Franchement, ça a été très occupé, mais occupé de bonnes choses parce que hier j'ai fait un petit déjeuner avec Madrigal qui distribue Gallimard et l'école des loisirs au Québec, et il y avait Michael Brun-Arnaud qui était présent, donc l'auteur des mémoires de la forêt. On a fait un petit déj avec lui, puis on était vraiment pas beaucoup, donc ça c'était super chouette. Tout le monde a pu discuter, poser des questions, c'était vraiment trop cool. J'ai fait dédicacer tous mes livres bien entendu, puis c'est trop mignon comment c'est fait. Pour chaque livre il y a des couleurs assorties à la couverture et tout, franchement c'est trop chouette. Puis c'est vraiment
une très belle personne, il est adorable j'ai trouvé et on a eu plein de discussions intéressantes. Il y avait une amie à moi qui était présente aussi donc c'était cool de pouvoir vivre ça ensemble. Puis on a eu l'occasion vraiment de discuter de beaucoup de choses et de prendre le temps et c'était trop une belle expérience. J'étais trop refaite de la journée. Et le soir après, je l'ai retrouvée avec son conjoint et avec Nell Pfeiffer qui est l'autrice de L'Engrange-Temps, avec laquelle je vais faire un panel un peu plus tard dans le mois. Donc c'était vraiment un timing parfait. Et on a mangé tous ensemble, je les ai amenés à un de mes restos préférés de Montréal, donc ça aussi c'était super chouette. Puis ça permettait de se connaître dans une ambiance différente aussi. Donc j'ai vraiment trop apprécié ma journée highlight d'avril, je vous le dis directement, j'en reparlerai pendant le reset de mai. Mais sinon, pour revenir à Pierre Bottero et aux frontières de glace, j'ai aussi beaucoup à noter dans ce deuxième tome. J'ai adoré la fin, j'ai adoré retrouver la dame et le dragon. Je trouve que c'est tellement une belle histoire qu'il a intégrée à ce livre, des personnages qui vont jouer un rôle un petit peu mais qui en même temps sont éloignés de l'histoire. Alors il y a des personnes sur Patreon qui amenaient un bon point, que c'était un peu du Deus Ex Machina, que souvent il y avait une intervention extérieure et un peu mystérieuse quand les gens en avaient besoin. Et c'est pas faux, c'est vrai qu'il fait ça. Et je pense que j'ai juste perdu toute objectivité parce que moi ça ne me dérange pas. Il n'y a pas grand chose qui me dérange dans les livres. Oui, Camille m'énerve un petit peu des fois, mais ça c'était le cas depuis plusieurs relectures et dans l'absolu ça me dérange pas tant parce que je connais l'évolution de son personnage, je sais ce qui va se passer. Je pense qu'en fait tous les trucs qui pourraient être gênants ou que je pourrais trouver trop simplistes en relisant en tant qu'adulte le jeunesse là ne me dérangent pas parce que je sais qu'est-ce qui s'en vient et parce que j'apprécie ce qu'on a là pour ce que c'est. Tout ça pour dire que oui, j'ai zéro objectivité quand on parle de ces livres-là, mais que je peux comprendre quand même ce que les autres gens peuvent reprocher. Et donc je l'ai dévoré, j'ai adoré retrouver, comme je vous disais, les petits trucs de début de chapitre, mais là en particulier, on en a plusieurs de Merwin Ril Avalon. Le nom, bien entendu, fait passer à Merlin, et on va en découvrir un petit peu plus à ce sujet dans le tome 3, mais j'ai déjà hâte. Et il y a deux choses que j'ai relevées que je trouvais intéressantes. La première, c'est que au niveau des lames d'Elana, dont je vous ai parlé la dernière fois, là, des lames qui sortent, il a fait un début de chapitre où il y a une présentation sur les lames des marchands qui sont comme une extension de leur personne et tout ça. Et ça donne l'impression qu'au début, quand il parlait des marchands, du coup il avait cette idée que tous les marchands allaient avoir ces griffes. C'est vraiment l'impression que ça donne. Et donc là je me suis rendu compte qu'il avait changé d'avis en cours de route parce qu'après, les marchands, pas tous mais plusieurs, vont avoir chacun une greffe différente. Il y en a un, c'est un fouet qui sort de sa main, il y en a un autre, c'est... En fait, c'est toutes sortes de choses différentes, je me souviens pas toutes, mais chacun a une spécificité. Et Elana, c'est les griffes qui vont bien avec sa personnalité et tout, mais chacun a autre chose qui s'adapte plus à qui il est. Donc c'était intéressant de voir le changement qui s'était fait à un moment dans sa tête, j'imagine, par rapport aux marchands. Et la deuxième chose, c'est que on a plusieurs passages où il parle des mercenaires du chaos et où il dit certaines choses sur les mercenaires. Et je pense pas qu'à l'époque, il avait nécessairement tout Elana en tête, justement à cause de cette histoire de l'âme des marchands qui a changé en cours de route. Mais au final, ce qu'il a écrit déjà là sur les mercenaires du chaos va tellement prendre de sens plusieurs livres plus tard. Donc je réfléchis beaucoup à... Quand il a écrit des choses, à quel point il savait où il allait s'en aller, à quel point ça a évolué dans sa tête. Je pense beaucoup à tout ça. Malheureusement, des questions que je ne pourrai jamais lui poser et qui resteront juste dans ma tête et que je vous partage. Et puis bon, bien sûr, dans ce livre-là, Camille va éveiller les figés, les sentinelles, ça y est. Donc la situation change complètement en Gwandalavir. La première quête est accomplie et maintenant ça va être, dans le 3e tome, retrouver ses parents. Et le livre se termine avec... ce qu'on comprend qui va être le premier baiser de Salim et Camille qui se fait hors écran, en quelque sorte, vu que on devine que c'est ce qui va se passer après, mais c'est pas décrit. Et je trouve que c'est très mignon la manière dont c'est fait aussi. On voit des rapprochements entre Elana et Edwin qui prennent aussi leur temps, qui sont aussi très discrets, mais ils sont là. Donc voilà pas mal ce que je voulais vous dire sur ce 2e tome. Il faut encore que je mette à jour mon index d'annotation avec les 3 couleurs que j'ai ajoutées. Mais
C'est tellement satisfaisant, je me régale. Donc je vais pouvoir me plonger dans le troisième, finir cette première trilogie. Là je dois m'arrêter parce que il faut que j'aille au travail, sinon je vais être en retard. Mais je voulais vous faire un unboxing, donc j'essaierai de vous reprendre ce soir pour ouvrir quelques petits paquets avec vous. Je suis bien KO après cette journée de travail, donc vous savez quoi, ça va me faire du bien d'ouvrir des petits paquets avec des livres avec vous. Ça va être très bien. J'ai pas eu l'occasion de lire beaucoup ces derniers jours parce que j'avais quand même pas mal de choses de prévues. Mais j'ai quand même fini mon livre audio de Adrift in Currents Clean and Clear, qui était le dernier Shannon Maguire que j'avais à lire pour être à jour dans sa série. Donc ça me fait des petits points pour le serial Série Starter. Et j'ai vraiment bien aimé. Même si la fin a un côté frustrant parce que... Bon, t'as envie de savoir qu'est-ce qui va se passer après avec cet enfant-là. Mais... J'aime toujours beaucoup la série, mais en même temps j'aimerais bien que ça finisse à un moment. Je sais pas combien elle en a prévu encore, mais ça doit être le 9e. Faut s'arrêter hein. Alors, premier paquet, normalement je sais ce que c'est. Et oui, c'est les livres de Nell Pfeiffer. Comme je vous disais, je vais faire un événement avec elle pour le festival Métropolis Bleu le dernier week-end du mois d'avril. Et donc bien sûr il faut que je me prépare et que je lise ces livres. Donc j'ai donc L'Engrange-Temps et son tout nouveau, oh, j'adore la couverture, Les Cités de Poussière. J'aime beaucoup le style blanc avec une image centrale comme ça là. Ça a l'air super bien. Donc, les deux, il me semble, sont du young adult, fantasy, et ça a l'air très chouette. J'aime beaucoup le style. Je sais pas par lequel je vais commencer. Je sais que ça va me faire commencer une nouvelle série. Encore. Celui-là, c'est peut-être un stand-alone par contre. Donc je vais les lire avant le 26 avril. J'ai aussi reçu ça aujourd'hui. Je suis pas sûre de ce que c'est. Ça vient des États-Unis. On va voir. Ouh, je vois ce que c'est. Il s'agit de Vanya and the Wild Hunt de Sengu Mandana, qui est l'autrice de la Société très secrète des sorcières extraordinaires. Et ça, c'est un jeunesse qu'elle a écrit. On est dans vraiment le jeunesse type école de magie, mais il me semble qu'on va plus explorer tout ce qui est mythologie d'Inde. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ce livre, c'est que le personnage principal, Vanya, est neurodivergente, elle a un TDAH. Et ça m'intéressait bien d'avoir cette représentation-là dans un livre aussi. Et puis j'avais le petit collant avec la signature de l'autrice. Petit sticker que brille. Ça a l'air vraiment chouette. Juste la créature ailée là, ça fait rêver. J'aime beaucoup les jeunesses où ça tourne autour d'une école de magie. Peu importe la façon dont elle est interprétée. J'adore en voir toutes les itérations possibles. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Mais je vais pas le lire maintenant. Je vais attendre le mois de mai pour commencer une nouvelle série. Histoire de pas finir mon challenge avec des points négatifs. Et donc le dernier livre, c'est un de Fairy Loot. J'en attendais deux, mais je pense que ça c'est le 3e tome d'Emily Wilde. Pas du tout. Ce n'est pas le 3e tome d'Emily Wilde. C'était l'autre livre. Je sais pas où est passé le Emily Wilde. La dernière update que j'ai eue, il était en Angleterre, alors qu'il est parti des États-Unis. Aucune idée de qu'est-ce qui se passe. Il s'agit d'une de mes sorties les plus anticipées de 2025. Gifted and Talented de Olivia Blake, une de mes autrices préférées. La couverture normale, on va dire régulière, elle est très différente. Je vais la mettre là. Et j'ai été moins fan, parce que j'aime pas tant que ça les couvertures avec des personnes, dans la majorité des cas. Donc là, je suis vraiment contente d'en avoir une comme ça, un peu plus abstraite. C'est très beau. Oh, j'adore. Money is the family business, magic is the family curse. On a les personnages là. Donc c'est l'histoire de 3 frères et sœurs qui se retrouvent, je pense, à la mort de leur père, à devoir faire face à leur héritage. Et ça fait ressortir tous les conflits familiaux et tout ça. Et on est dans un univers apparemment avec de la magie. Ça c'est la couverture genre normale. J'étais moins fan. Et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est assez simple mais j'aime beaucoup. Extrêmement hâte de le lire. Mais lui aussi je pense qu'il va attendre le mois de mai. Parce qu'au mois d'avril, le focus c'est les séries. Je me mets déjà assez de bâtons dans les roues en commençant des nouvelles et en relisant les Pierre Bottero qui me comptent pour 0 point pour le serial Série Starter. Donc je vais essayer de limiter tout ce qui n'est pas série pour le moment. Et donc là je vais aller faire mon petit code couleur pour l'île du destin.
Bon, j'ai dû me retenir et faire une pause parce que j'en suis déjà à la moitié de ce 3e tome, donc L'île du destin. Et je pense que c'est un de mes tomes préférés parce que on en apprend plus sur Merwin Ril-Avalon, qu'on comprend très bien, et dans notre monde Merlin, qui a toujours été un personnage de légende qui me fascinait. J'adore tout ce qui touche au Chevalier de la Table Ronde, au roi Arthur, mais en particulier quand même Merlin. Et donc là, de découvrir la version halavérienne de sa légende, de rencontrer son personnage et tout, c'était vraiment génial. Et pour moi, ça venait vraiment apporter beaucoup de profondeur encore plus à l'histoire. Puis je sais pas pourquoi, mais les parties sur lui et sur Viviane, ça me rend tellement émotionnelle à chaque fois. Je sais pas pourquoi en particulier, mais vraiment, ça a cet effet sur moi. Et en même temps, je l'aime beaucoup son personnage parce qu'il a beaucoup d'humour. Il me fait beaucoup rire. Il y a pas mal de mes post-it, les choses qui me font rire, qui sont associées à lui. Donc là, on retrouve Camille / Ewilan après qu'elle ait libéré les figés, mais toujours à la recherche de ses parents. Et c'est notre première un peu à la fois découverte de la citadelle et des frontaliers qui sont les descendants, pour plusieurs d'entre eux, de Merwin. Ce que je trouve assez particulier parce que je suis comme avec qui il a eu ces descendants-là. Avec qui il a fait des enfants. Parce que selon la légende, c'est pas très clair. Donc c'est une question que j'ai en suspens. Une autre question que je ne pourrais jamais poser à Pierre Bottero. Donc ça, c'est le premier point. Ce que je trouve intéressant aussi qui est dit, c'est que malgré le fait que ce soit de là que Merwin vienne, que ce soit ses descendants, il y en a plein qui sont pas de grands dessinateurs. Et j'aurais aimé qu'à un moment, ce soit un peu expliqué tout ce qui entoure un peu cette région, les endroits où le dessin ne fonctionne pas, les hiatus. Tout ça, j'aurais aimé qu'on ait plus d'explications, mais ça reste auréolé de mystère un petit peu. Et la deuxième chose qui se passe dans ce début, c'est que Ewilan se retrouve confrontée pour la première fois face à face avec Elia Rilmorienval, qui, quand on sait ce qui se passe dans la suite, est un personnage vraiment qu'on peut pas s'empêcher de détester profondément. Et bien sûr, elle lui tend un piège et on voit déjà tout le côté manipulateur et tortueux du personnage. Et ce qui est dur, c'est que personne dans le livre ne sait encore jusqu'à quel point elle est capable d'aller. Mais moi, je le sais, et du coup, j'ai peur d'avance. Oh, j'ai failli oublier aussi dans cette partie, on a un premier truc qui se met en place et je pense que j'en parlerai plus tard, mais à un moment, tout le monde se fait attaquer par les loups, et Salim a un comportement étrange, genre il se met à grogner et à faire le loup un petit peu et à les faire fuir. Et quand on lit ça, là, on est vraiment comme, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est un peu expliqué comme la magie de Merwin, les choses bizarres qui se passent dans cet endroit de Gwendalavir et tout. Mais ce n'est que le début d'un gros développement pour le personnage de Salim, dont je reste absolument fan. Écoutez, plus on avance dans la série, plus je l'aime. Camille est vraiment des fois très très dure avec lui, franchement. Elle en profite un peu dans le sens que lui, il est éperdument amoureux d'elle. Elle l'aime aussi, mais ça fait presque comme si elle avait un peu une position de supériorité dans la relation quand même, parce qu'elle a aucun doute sur ce que Salim ressent pour elle, parce qu'il est très expansif, tandis que elle est plus réservée à ce niveau-là. Donc on peut se dire qu'il y a plus d'incertitude un petit peu. En même temps, ils sont 14, hein. On peut pas leur en vouloir. Et là, dans la partie où j'en suis, Camille est retournée chercher son frère Mathieu parce qu'elle va avoir besoin de son aide pour libérer leurs parents, maintenant qu'elle a appris où ils étaient. Et on découvre que Mathieu, lui, a un pouvoir très particulier. Un seul pouvoir, c'est que il peut faire un pas sur le côté, où il veut, comme il veut, sans limite. Sans les règles qui régissent d'habitude le pas sur le côté. Ce qui va avoir son importance pour la suite de l'histoire. Donc ça, je l'ai lu vraiment en une seule fois. Et comme je vous disais, je me suis forcée à m'arrêter parce que je me suis dit, il faut que tu fasses une update. Mais là, je vais m'y replonger, donc on va très probablement se retrouver seulement quand j'aurai terminé le livre.
Et voilà, j'ai terminé l'île du destin. J'ai remis tous les beaux post-it. Et je pense que, en l'ayant terminé, c'est un des tomes où il y a des éléments qui me plaisent le plus. Pas nécessairement au niveau de l'intrigue, mais plus au niveau des à côté. Notamment tout ce que je vous ai dit sur Merwin Ril Avalon, mais aussi tout ce qui touche à Salim et à la transformation qu'il vit. Et là, je vais spoiler, mais j'ai dit que c'était un vlog spoiler de toute façon, mais je le précise, toute la trilogie de l'autre. Et vous parler de ma théorie sur Salim. Parce que dans ce tome-là, Salim, je vous avais dit, il a un comportement de loup, après s'être trouvé dans un endroit particulier, puis un peu plus tard, il se transforme vraiment en loup, et il reste bloqué en loup, et il ne sait pas trop quoi faire jusqu'à ce qu'enfin il se retransforme en humain, et il semble un peu plus gagner de contrôle sur cette transformation. Ma théorie, c'est que Salim fait partie d'une des 7 familles qu'on retrouve dans l'autre. Donc dans l'autre, c'est dit que au temps babylonien ou quelque chose comme ça, il y avait 7 familles qui avaient des pouvoirs, il y avait des bâtisseurs, il y avait des inventeurs et il y avait des métamorphes. Et notamment les familles métamorphes, il y en avait plusieurs qui venaient du Cameroun, qui est le pays duquel vient la famille de Salim. Donc je pense que Salim est un descendant d'une de ces familles, peut-être qu'il avait un pouvoir très dilué, qui était dormant, et que quand il est allé sur le Yatu de Merwin, en Guadalaviar, c'est comme venu activer ça qu'il avait en lui. Donc c'est pas tant que c'est un pouvoir qui a été donné par Guadalaviar ou quoi que ce soit, c'est plus que c'est venu activer quelque chose qui était déjà en lui parce qu'il est descendant de la famille des métamorphes qu'on retrouve dans l'autre. Et vu les croisements et tout que Pierre Bottero a fait entre ces séries, je pense que c'est une théorie qui se vaut vraiment. Je sais pas si vous aviez déjà eu cette réflexion, je suis à peu près sûre que je le disais déjà dans mon vlog de 2021, mais qu'à cette époque-là, c'est le moment où j'ai fait la réalisation. Là, pour moi, c'est une théorie qui, en fait, est un fait accepté. Je trouve qu'il devient de plus en plus intéressant, qu'il prend plus son indépendance par rapport à Ewilan, tout en restant complètement accro à elle et dedicated and simping et tout ça, mais on le voit plus se développer en tant que tel. J'ai aussi fait une petite liste de questions que j'ai en ayant fini ce livre que je vais vous lire. Donc je me pose beaucoup de questions sur la dame et le dragon, ou d'où est-ce qu'ils viennent, quel est leur lien avec Guadalaviar ou avec d'autres mondes, parce que c'est tellement des créatures hors normes, quelle est leur origine. Le récapitulatif qui se passe au début de chaque livre avec le professeur Doomfield Baptiste, où il parle de la légende d'Ewilan. Combien de temps après ce qui se passe dans le livre ça se passe, ça? J'aimerais savoir aussi. Donc à la fin de ce livre-là, Ewilan réussit à sauver ses parents, après plusieurs altercations avec Elea, qui essaye de les tuer jusqu'au bout, qui d'ailleurs va blesser Elana, la pauvre, c'est la 2e fois dans la trilogie qu'elle se prend un truc dans le ventre ou le torse et qu'elle manque mourir. Vraiment pas de chance, la pauvre. Elle se fait sauver. Heureusement, Edwin lui avoue ses sentiments, c'est quand même beau. Elle lui avoue aussi ses sentiments en fait en premier. Bref, ils reconnaissent mutuellement qu'ils sont très attachés l'un à l'autre. Et puis, il y a l'altercation finale avec Elea, où la mère d'Ewilan va pour la tuer alors qu'elle est blessée, et je trouve que cette scène est quand même vraiment bien parce qu'il y a Siam qui lui dit c'est pas honorable de tuer quelqu'un qui est déjà blessé, qui est plus en danger, et elle est comme je m'en fous, elle a menacé ma fille, je veux la protéger. Et on se serait épargné beaucoup d'ennuis si ça s'était passé là. Mais Elea arrive à s'enfuir avant la fin. Et je me faisais la réflexion que je pense que le personnage d'Elana aurait eu la même réaction pour protéger Camille. Elle aurait pas hésité, elle s'en fout de l'honneur. On a vraiment des personnages qui sont animés par des croyances différentes. Pour Elana, le principal, c'est la liberté. Pour Edwin et Siam, c'est l'honneur. Pour Camille et Salim, j'ai envie de dire, c'est plus l'amour. C'est intéressant de voir qu'est-ce qui les anime au fond d'eux. Et donc, tout ça pour revenir à ma question qui est, je me demande si, spoiler pour les mondes d'Ewilan, si Pierre Bottero savait déjà quel passé il allait faire entre Elea et Altan au moment où il a écrit la conclusion de l'île du destin. J'ai l'impression que oui, parce qu'on pourrait voir du sous-entendu dans certains des dialogues, mais je me demande. Un passé qu'on va découvrir dans les prochains livres. Question un peu plus random, que je vous ai déjà posée, mais que je garde en tête. Avec qui Merwin il a eu des enfants, si il est resté avec Viviane, et qu'après Viviane, il a juste essayé de la ramener à la vie, c'était son amour absolu. D'où viennent les pirates des aliens? On nous parle beaucoup de ces îles et de ces pirates, et c'est très mystérieux qu'est-ce qui s'y passe. Et dernière chose, c'est une des entêtes de chapitre qui soulève la question qui dit « Ça paraît tellement incroyable que Camille ait atterri parmi tous les endroits possibles à l'endroit où il y avait aussi Edwin, qui était
la personne qui pouvait l'aider en Guadalajara. Donc est-ce qu'on peut se demander s'il y avait des forces à l'œuvre qui nous dépassent? Et là je me dis, est-ce que ça pourrait être la dame? Autre chose. J'aime qu'il y ait encore des questions et des choses qu'on sache pas ou qu'on soit pas sûr. Et il y a des réponses que j'aurais préféré avoir, certes, mais j'aime quand même garder un petit peu de mystère. Et on en arrive donc à la fin de ce vlog spécial La quête des Willan. Et je vais pouvoir maintenant enchaîner avec la forêt des captifs dans le prochain vlog, puisque j'ai décidé de faire un vlog par trilogie. Donc j'espère que ça vous aura plu, ce petit bout de redécouverte de Pierre Bottero ensemble. Je vous mettrai en lien la première vidéo que j'avais faite en 2021 pour que vous puissiez comparer mon évolution de youtubeuse aussi. Et si j'ai dit les mêmes choses, si ça vous intéresse, ce sera là. J'adorerais savoir si vous avez lu cet auteur, si vous avez des livres préférés que vous avez lus de lui. Dites-moi tout ça quand fangirl sur Pierre Bottero ensemble. Si vous ne le connaissiez pas, j'espère que ce vlog lecture vous aura quand même plu, peut-être que ça vous aura donné envie. Si vous voulez participer, si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez de quoi je parle. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici avant qu'on se quitte, je vous propose de mettre un emoji baleine en l'honneur de la dame. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.